Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot et autres arts du fil. Bienvenue, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Deuxième épisode de la nouvelle année, un petit peu récapitulatif de ce que j'ai fait sur le mois de décembre. D'abord, merci beaucoup à tous pour vos vœux 2021. Je suis moi aussi très contente de vous retrouver sous un format où on échange, où je peux vous parler. Je m'excuse parce que vous remarquerez peut-être que ma voix est un petit peu défaillante. J'ai un petit rhume. Vraiment le rhume idiot, hein. Ce n'est pas le mot en C, mais voilà, je suis sur la guérison, mais j'ai encore un petit peu cette charmante tonalité nasillarde, mais ça va. Je vais boire beaucoup d'eau et j'espère que j'arriverai à avoir une élocution pas pire que d'habitude, et comme on part de pas grand chose, je pense que ça va aller. Aujourd'hui, un gros épisode, j'ai un modèle à vous présenter, j'ai un projet fini que je porte, un nouvel en cours, un test que je suis en train de faire, donc je vous en montrerai, il n'est pas secret donc je pourrais vous en montrer un petit peu. Et enfin, je parlerai filage, puisque je me suis remis très sérieusement au filage depuis que j'ai bien reçu un ouais à la fin 2020. Donc il est 8h du matin, il n'y a pas de lumière, donc les ombres sont particulièrement visible, mais le spectacle son et lumière, cette fois-ci, n'est pas optimum, mais on va faire avec. Donc, je vais commencer. Vous pouvez trouver les temps de toutes les différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si un passage ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à regarder et à le sauter tout simplement. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit patron, laine, outils, etc. Ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes boutiques Ravelry, Payhip et Patreon. Voilà. La dernière fois, j'avais oublié de faire ce petit laïus, puisque ça arrive. Je vais commencer avec un nouveau modèle que je viens de publier. C'est un modèle que vous avez vu, je pense, en décembre, que je vous avais montré parce que j'avais fait la première, puisqu'il s'agit d'une paire de chaussettes / chaussons. Donc, il s'agit de chaussettes Himalaya. Donc ce sont des chaussettes qui se tricotent en laine plus épaisse, en laine sport ou déca, et ce sont des chaussettes avec soit pas d'aisance, soit un petit peu d'aisance positive. Donc ce sont plutôt des chaussettes à porter à la maison ou vraiment par-dessus d'autres chaussettes. Si vous avez des grosses chaussures, voilà, c'est plutôt des chaussons, chaussettes doudou. Et donc, moi j'ai utilisé la laine Tukuwool Sock, donc qui est un mélange de laine finlandaise et nylon, et qui a, si je ne me trompe pas, 340 mètres au 100 grammes, c'est dans ces eaux-là. C'est un vrai métrage de sport, c'est un fil qui est plutôt épais, bien gonflant, qu'on pourrait tricoter à un échantillon de DK 20 mailles pour un pull ou autre. Mais là, du coup, tricoter plutôt serré pour faire des chaussettes qui soient solides. C'est un très très beau fil. Je vous le recommande. Il est pas du tout sec. Il est beaucoup moins sec que la Tukuwool Fingering, qui est la version 100% laine finlandaise sans nylon. Moi, je le trouve vraiment plus doux avec le nylon. Ça fait sens. Et c'est vraiment pour celles qui ont un peu peur, voilà, que les fibres autres que le mérino australien superwash à 23 microns vous piquent. C'est vraiment une bonne laine pour voir si éventuellement c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, les laines un petit peu plus naturelles et d'autres races de moutons. Elle est gonflante et elle est plus moelleuse
que l'autre version du coup. Moi je l'ai acheté sur Laine des Îles, donc qui est une boutique en France, tenue par Yasmine, qui vraiment a un très très beau, je vous en parle souvent, qui a une très très belle sélection de laine britannique et nordique. Donc elle a des marques comme Hillesvag, qui est une filature norvégienne, qui a des fils très très intéressants. Elle a Snaildan, qui est une marque de laine des îles Féroé, qui est un très beau fil aussi, et donc elle a un petit peu de tukuboul. Anna de Lana et Tricot a aussi de la tukuboul. Voilà, c'est pas une gigantesque production, donc des fois il n'y a pas tous les coloris en stock, mais voilà les deux endroits où vous pouvez éventuellement trouver la tukuboul sock. Sinon, n'importe quel fil sport un peu solide, voire DK. Si vous avez une DK justement qui peut-être est un mérino superwash, nylon, des choses comme ça, ça peut être intéressant parce que vous allez la tricoter serrée et vous aurez quand même à peu près le bon échantillon. J'ai aussi des testeurs qui ont fait un combo fil fingering plus mohair et ça marche bien, donc c'est vraiment une autre option. Voilà, donc il faut penser fil ou association de fil cocon. Donc ce sont des chaussettes qui sont plutôt simples, qui sont tout à fait accessibles aux débutants. Elles se tricotent des côtes vers la pointe. Vous commencez par des côtes de 2 et vous avez sur la jambe ce motif de feuilles qui se fait très simplement. N'ayez pas peur, j'ai fait une vidéo tutoriel où je vous montre comment les faire pas à pas. Si vous voulez vous entraîner, le faire 1 ou 2 fois avant et après les défaire, ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. Quitte à le faire sur un échantillon si vous voulez. Moi je l'ai fait à l'aiguille et c'est la façon dans laquelle je vous le montre. Certaines de mes testeuses ont aimé utiliser un crochet pour le faire. C'est très intuitif, hein. Vous verrez si vous avez envie d'utiliser un crochet. En fait, il s'agit de tirer des fils dans le tissu, plein de boucles, d'avoir vraiment 8 boucles sur son aiguille et après de les faire passer. Donc c'est très simple à faire, vous avez vraiment la vidéo détaillée dessus et donc ça se met en triangle comme ceci, tout autour de la jambe sous les côtes. Voilà. Et tout le reste de la chaussette est en jersey. Comme très souvent dans mes patrons de chaussettes, dès lors que c'est possible, vous avez 2 talons au choix. Donc il y a un talon un talon renforcé classique, hein, avec un gousset, etc. Et vous avez le talon rang raccourci à l'allemande que moi je fais, parce que je trouve que pour des chaussons, le talon renforcé est celui qui me va le mieux, mais vu que là on est sur des chaussons, donc pas des chaussettes ajustées, je peux me permettre de faire un talon à rang raccourci que j'aime bien et je trouve que ça fait plus chausson. Mais vous avez les 2 options en fonction de ce que vous préférez. Et donc le pied tout en jersey et vous avez une pointe ronde. Voilà, donc ce sont des chaussettes simples. Il faut juste faire attention à lire au niveau des tailles, puisque du coup je vous explique exactement comment mesurer votre pied, quelle aisance choisir, puisqu'encore une fois ce ne sont pas des chaussettes classiques, disons, avec un fit classique. Que dire de plus? Pas grand chose. Certains testeurs ont aussi fait bicolore, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait vous amuser à quand vous devez faire sur le rang, vous devez faire les feuilles. Parce que voilà, les rangs de feuilles, c'est juste 3 rangs en fait, qui sont détaillés taille par taille. Donc vous avez les explications écrites, avec la vidéo qui vous montre comment faire les feuilles. Et j'ai aussi mis des diagrammes qui vous montrent le positionnement des feuilles, si jamais ça peut vous aider à visualiser. Ou éventuellement à modifier pour vous, si vous voulez mettre des feuilles tout du long, si vous voulez les agencer autrement, ce serait très simple à faire. Et donc, en fait, c'est juste 3 rangs. Vous tricotez, en fait, puisqu'on est dans ce sens-là, vous tricotez jusque là, et la feuille, en fait, que vous voyez ici, ne se fait que sur le dernier rang, ici, en haut. Et donc, vous pouvez tout à fait glisser toutes les autres mailles et faire la feuille
dans une couleur contrastante. Et ça peut être très joli. Il y a une métestèse qui l'a fait. Il me semble ses feuilles sont orange rouille et c'est très très joli. Voilà. C'est tout, je pense. Donc il y a plein de tailles. Ça couvre un assez large panel de tours de pied, vous verrez. Et voilà. Je pense que c'est tout. Comme d'habitude pour la sortie, vous avez une petite réduction sur ma boutique Ravelry. Donc elles sont à moins 15% jusqu'à dimanche. Je vais le laisser pour la semaine avec le code Himalaya. Donc Himalaya, si vous ne savez pas, c'est une des lunes de Jupiter, si je ne m'abuse, oui. Je trouvais que c'était un joli mot, tout simplement. Parfois, il n'y a pas... il y a pas grande réflexion derrière les noms des designs. Oui, d'ailleurs, la dernière fois, je faisais que dire Gentiane pour mon patron de colle, mais à très juste titre, on m'a fait remarquer que ça disait Gentiane. Et oui, et ça me fait juste... c'est juste marrant parce que je trouve que c'est pas très naturel comme sonorité française d'avoir le J et S après. Et c'est quelque chose qui est très commun en roumain. Donc si vous savez pas, mon compagnon est roumain et donc je parle un petit peu roumain, je sais du moins. Et il y a certains mots où vraiment ils enchaînent les sons ch et ts et j et c'est très très difficile. Et du coup ça m'a fait penser à ça tout simplement. Mais donc cette fois-ci, pas de problème de prononciation, Himalaya, c'est très simple. Et donc elles sont à moins 15% sur ma boutique Ravelry. Et sur ma boutique Payhip, qui est une autre boutique où je propose mes patrons, tous mes patrons sont moins chers. C'est un petit peu ma façon de proposer des patrons à prix plus abordable pour les gens qui peuvent pas se permettre d'acheter des patrons de tricot, parce que c'est quand même un luxe, faut pas se leurrer. Du coup sur Payhip, tous mes patrons sont en général entre 20 et 25% moins chers. Et comme ça, si vous avez besoin... si vous avez envie d'un patron mais que ça rentre pas forcément dans votre budget, vous pouvez aller sur Payhip et que vous avez loupé les promos, la promo que je fais pour mon anniversaire, etc. Vous pouvez aller sur Payhip et vous avez le patron à un prix plus réduit. Le patron sur Payhip est modifiable, donc si vous voulez payer 2000 € pour un patron de chaussettes, vous pouvez. Ne faites pas ça, je plaisante. À chaque fois que je dis des trucs aberrants comme ça, il y a toujours des gens pour le faire. Non, quand même pas. Mais voilà, si vous voulez rajouter un petit peu pour me soutenir, vous pouvez aussi, mais l'idée c'est de vous proposer une solution pour les plus petits budgets. Voilà, et parlons de budget, du coup, la laine Tukuwool est... alors c'est pas une laine des moins chères, mais elle est, il me semble, à entre 9... Elle est presque à 10 € je crois maintenant, parce qu'elle a un petit peu augmenté. 10 € les 50 grammes. Normalement, 100 grammes vous suffisent pour faire la paire. Si vous faites une des plus grandes tailles, que vous voulez allonger la jambe, il en faudra peut-être 3. Mais vous avez pas mal de solutions parmi mes testeurs. Il y a des gens qui ont utilisé notamment la Drops Alpaga. Alors, l'Alpaga, c'est une très bonne idée pour des chaussons, mais quand c'est de l'Alpaga pur, il faut le tricoter très serré. Et ça fonctionne bien pour ce modèle. Juste, il faut peut-être faire une taille au-dessus encore, parce que la chaussette doit être plus serrée pour que l'Alpaga se tienne. Mais par exemple, ça fonctionne bien. Alors, j'ai acheté pas mal de pelotes de Sandnes Perfect, qui est une laine à chaussettes DK. Donc c'est laine et nylon. Elle est en plein de couleurs. Sandnes, c'est suédois ? Je sais plus si c'est suédois ou norvégien. Par là, quoi. Et... c'est une laine à chaussettes DK, ce qui est suffisamment rare pour le noter, qui est très très peu cher pour le coup. Elle est disponible sur laine et tricot, et je crois Lily comme tout les a aussi. C'est une très très belle laine, j'en ai acheté pas mal, plusieurs couleurs parce que j'ai envie de faire des patrons de chaussettes comme ceci, en laine plus épais. Donc ça peut être aussi une bonne alternative, peu chère. Et voilà. C'est tout. Donc je vais passer à mes projets finis et c'est celui que je porte, que vous avez peut-être reconnu, qui est le gilet Tarahula. Donc le gilet Tarahula, c'est un de mes modèles que j'ai créé en collaboration avec Anna de Lanae Tricot
pour l'anniversaire de sa boutique en septembre dernier. Donc c'est un modèle qui est publié déjà, qui est disponible sur Ravelry et sur ma boutique Payhip. Comme toujours, je vous mets les liens. Et donc le modèle a été imaginé par Anna et moi j'ai conçu le patronage. Donc je l'avais commencé cet été, du coup, je l'avais sur mes aiguilles au moment de la sortie, ma version, et voilà, j'ai un peu tardé à le finir, mais je suis tellement contente du rendu, je l'aime beaucoup. Donc c'est un raglan qui se tricote du haut vers le bas, voilà, avec cette torsade, qui est une torsade extrêmement simple, hein, qu'on avance rang par rang, donc on n'a pas besoin de lire le diagramme une fois qu'on a compris, et vous tricotez en même temps les pattes de boutonnage avec les trous-trous. Vous avez un système de mailles glissées sur le côté qui peut prêter un peu à confusion mais qui fait une très très jolie bordure glissée. C'est un gilet qui est crop et donc il se termine par une bande de côte. Ensuite on prend les manches pour le raglan et les manches sont un peu ajustées et moi j'ai fait des manches bracelets. Plusieurs modifications par rapport au modèle. Donc ce que je vous avais expliqué quand j'étais en train de créer le modèle et quand il est sorti, et ce qui était assez amusant, c'est que c'était la première fois que je créais un modèle avec un cahier des charges qui n'était pas le mien. Et c'était hyper intéressant intellectuellement et je suis très contente du résultat. Et du coup, j'ai fait le modèle en fonction des envies et de la façon dont Anna voulait le porter. Donc Anna, elle est un peu plus petite que moi, elle est plus mince. Et Anna, elle aime beaucoup les gilets type Teddy, qui remontent bien sur le cou, qui soient très crop et plus ajustés. Et moi, j'aime bien les gilets qui remontent bien dans le cou, qui soient un peu crop. Enfin, je vous expliquerai, c'est une question de morphologie. Et j'aime pas les trucs ajustés. Alors, il y a quand même un peu d'aisance positive. Hein. Il y a, dans le patron, il y a prévu au moins 5 cm d'aisance positive. Moi, j'ai plus tendance à me mettre au moins 10 cm parce que voilà, j'aime bien les trucs larges. Et du coup, je trouve ça intéressant de vous montrer comment vous pouvez, soit en changeant le choix de taille, soit en modifiant quelques petits éléments, vous pouvez avoir une coupe qui vous convient le mieux, alors avec des toutes petites différences. Je vous explique. J'ai fait une taille au-dessus de ce que j'aurais dû faire si j'avais suivi le patron. Si j'avais suivi le patron et pris l'aisance recommandée pour mon tour de poitrine et mon tour de bras et la mesure, etc., j'aurais dû faire la taille 2. Sachant que je voulais plus d'aisance, j'ai pris la taille 3. Ce qui fait que au niveau de la hauteur de raglan, le mien est un petit peu plus profond que ce qu'il ne pourrait l'être. C'est quelque chose que j'ai bien fait parce qu'en plus j'ai pris du poids entre temps. J'ai pris j'ai pris un peu de poids et ça s'est notamment mis pas mal sur mes bras. Et du coup j'ai bien fait. Et donc j'ai fait la taille 3, ce qui me donne un peu plus d'aisance à ce niveau-là et sur le corps. Et au niveau des manches, je n'ai pas fait de diminution sur tout le bras. Ça c'est quelque chose que je fais souvent parce que moi au niveau de mon bras, que ce soit parce que j'ai pris du poids ou que ce soit parce que au contraire j'en ai perdu et on sent plus le muscle, la forme de mon bras ne change pas beaucoup de là à là en fait, gras ou pas gras, bon là gras mais voilà, et là ça ne change pas beaucoup et du coup à moins que la manche soit très large de base, moi j'aime bien juste commencer à diminuer une fois que j'ai passé le coude. Donc c'est ce que j'ai fait sur ici. Donc j'ai juste commencé les diminutions là, voilà, pour me permettre d'avoir un peu plus d'aisance au niveau du bras. Alors c'est pas non plus, je pense que j'ai 0 aisance au niveau du tour de bras, parce que voilà, quand j'ai commencé le gilet, j'avais pas pris le poids en plus, et du coup là je me retrouve avec 0 aisance, mais je trouve que c'est assez joli et ça va bien. Deuxième chose que j'ai modifiée, c'est au niveau de la longueur. Dans l'immense majorité de mes patrons,
pour les longueurs qui sont parfaitement modifiables, donc la longueur du corps, la longueur des manches, machin, je vous donne toujours une moyenne. Donc c'est pas forcément la taille que moi j'ai faite, c'est pas forcément la taille que vous devez faire, c'est juste une moyenne. C'est une estimation de longueur en fonction d'une stature moyenne. Et donc c'est toujours environ, et l'idée c'est d'avoir 8 cm de moins que la longueur voulue, par exemple, si les côtes du bas vont mesurer 8 cm, voilà. Donc là, moi, j'ai rajouté bien 6 cm au corps, parce que, donc, c'est un gilet qui est crop. Et moi, j'ai un problème, c'est que ma taille est très haute. En fait, si vous me regardez, ma taille, elle est là. Et elle est... Et voilà, c'est plutôt haut par rapport à le début de mes hanches, qui sont... Où sont mes hanches? Voilà, quand on prend du poids, on ne trouve pas ses hanches. Là. Et mon nombril qui est là. Donc j'ai plus de 5 cm entre vraiment le point le plus petit de ma taille et mon nombril. Et donc, si quand je tricote quelque chose, je le fais vraiment crop comme je voudrais, comme j'ai prévu pour le prototype d'Anna, c'est-à-dire que vraiment ça s'arrête, le corps avant les côtes s'arrête au niveau de la taille, j'ai le nombril à l'air, en fait, puisque, bon, il se porte très bien sur des robes, mais moi j'aime bien aussi parfois porter avec des pantalons ou des jupes à taille haute. Et le truc c'est que je ne trouve pas, donc les jupes ça marche, mais je ne trouve pas de pantalon suffisamment taille haute pour moi en fait. Moi les jeans taille haute que je trouve, en fait ils couvrent à peine mon nombril, et ma taille elle est 5 cm au-dessus. Et du coup, si je fais un haut vraiment crop, comme je ne trouve pas de jean suffisamment taille haute, il y a un espace. Et contrairement à ce que beaucoup de gens semblent penser, quand on porte un truc crop, c'est pas pour avoir le ventre à l'air. Personne fait ça. Peut-être les ados le portent comme ça, mais je vois souvent des personnes dire que les gilets, enfin les pulls, les vêtements crop, ça ne leur va pas parce que elles veulent pas montrer leur ventre. Mais moi non plus, je veux pas montrer mon ventre. Déjà j'ai froid et voilà. Et j'aime pas avoir mon nombril à l'air. Et en fait, il y a plein de façons de porter des vêtements crop qui ne demandent pas à montrer votre ventre, quel qu'il soit. Un truc qui est très chouette, porter sur des robes. Si vous arrivez à avoir des pantalons suffisamment hauts, c'est très chouette. Et ce que je vois souvent, c'est des personnes qui portent des chemises un peu longues, vous savez, un peu tunique. Et donc en fait, vous avez la chemise qui sort un petit peu et par-dessus, vous avez le petit haut crop, c'est très joli. C'est pas obligé d'être ajusté, tout ça. Voilà, donc il y a plein de façons de porter le truc crop, il faut juste trouver la hauteur qui vous va et trouver quoi porter avec pour effectivement pas avoir le ventre à l'air parce que il caille quoi. Et donc dans mon cas ça veut dire que il faut que je l'allonge un petit peu et donc c'est ce que j'ai fait. Et donc là vous voyez le gilet il me tombe sur la hanche et alors que ma taille la plus fine elle est là. Voilà. Donc ouais je pense qu'en tout, comme j'ai réduit les côtes et rallongé le corps, je pense que j'ai dû bien rajouter 5 cm par rapport au prototype que j'avais fait pour Anna. Voilà. Pareil au niveau des manches, j'ai juste tricoté jusqu'à la longueur que je voulais. Dernière petite modification, c'est au niveau des rabats. Donc le patron a un rabat tubulaire partout, sur l'encolure qu'on relève, sur le bas des manches, sur le bas du gilet. C'est très joli hein, le rabat tubulaire c'est bien, mais là j'avais la flemme. Et en fait sur les côtes 1-1, vous avez un rabat qui est dans une vidéo, je vous la mettrai en description, je refile le lien à tout le monde. Je pense que vous connaissez, c'est une vidéo de Xiaowei Design qui montre en fait comment rabattre des côtes 1-1. En fait ça fait un rabat qui est très élastique et qui ressemble un peu au rabat tubulaire. Mais il n'y a pas besoin d'aiguille, c'est très simple, ça se fait d'une façon. En fait, c'est qu'on tricote les mailles endroit à l'envers et les mailles envers à l'endroit et on fait passer le fil d'une certaine façon. La vidéo est très claire, je vous la mets en lien dans la description. Mais en fait, c'est pas
tout à fait le même rendu esthétique qu'un rabat tubulaire, mais en fait ça évite d'avoir la barre du rabat qui, en fait, quand vous rabattez les mailles normalement, si vous regardez vraiment la maille, vous avez un trait qui la coupe. Quand on rabat les mailles d'autres façons non tubulaires, et ça évite ça, et on a quand même un petit peu l'impression que la maille se fond comme elle doit le faire dans un rabat tubulaire. Donc j'ai fait ce rabat là parce qu'il est plus rapide, il mange moins de laine, etc. Et j'avais la flemme, tout simplement. Voilà, j'ai mis mes boutons. Donc je vous avais dit que j'hésitais entre deux types de boutons, des boutons très métalliques, un peu plus façon jean, et ceux-ci. J'ai opté pour ceux-ci parce que je trouve que niveau coloris, ils se fondent bien mieux. Vous remarquerez que je ne sais pas mesurer, puisque j'ai pas mis mes boutons au même espacement, alors que les trous sont espacés normalement. Mais du coup, quand je le ferme... ouais, encore ça va, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Quand je le ferme, il y a, voilà, à cet endroit, c'est pas que ça tire, mais ça fait un petit bourrelet. Là. En fait. Alors que bon, ça reste plat, mais là, il y a un petit bourrelet. Parce que mes boutons sont... Je pense que je me suis loupée d'un bon centimètre et demi. Hein. De toute façon, je préfère les porter ouverts. Vous voyez, ceux-là, il faudrait qu'ils soient un petit peu plus bas. Ou l'autre un petit peu plus haut, j'ai l'impression. Voilà. Peut-être qu'à un moment, j'aurai la foi de le remonter. Mais encore une fois, je préfère le porter ouvert comme ça, donc ça me dérange pas. Je suis toujours très tentée même juste de ne pas mettre de boutons. Mais bon, vu que j'avais commencé à faire les trous, etc., et que j'avais ces jolis boutons qui allaient bien, je me suis dit, oui. Je les ai achetés sur Etsy, sur une boutique qui s'appelle Artzela Beads. C'est une boutique en France, mais ils vendent beaucoup de perles tchèques, ce genre de choses, et ces boutons que je trouvais très jolis. Voilà. C'est tout. Au niveau de la laine, donc j'ai utilisé la même laine que celle qui était prévue dans le patron, c'est-à-dire la bretonne de Ma Petite Laine, anciennement mon Chip Shop, donc qui est une laine 100% française, Belle-Île, de Bretagne, etc. C'est un mélange, qui est un très 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 beau fil, qui là aussi est sec mais pas piquant, qui gonfle vraiment, qui fait un très très beau tissu, qui gomme toutes les irrégularités, qui rend bien en torsade. Parce que c'est une torsade qui est quand même assez graphique, assez volumineuse, donc il n'y a pas besoin de trop de définition, même si la définition est quand même tout à fait remarquable. J'ai pris le coloris Maro, donc qui est un marron glacé qui parfois a l'air un petit peu violine, parfois a l'air un petit peu gris. Voilà, c'est une très très belle couleur et j'en suis très contente parce que ça me fait un bon basique neutre. Et voilà. Je pense que c'est tout pour mon tarawih. Non, je vais pas le fermer parce qu'après ça me gêne. D'avoir juste le truc fermé comme ça, en fait, je sais pas. Je sais que beaucoup de gens aiment bien porter les gilets, voilà, comme ça, fermés juste en haut. Mais moi, je sais pas. Peut-être, mais ça fait un peu trop prépi, écolière, tout ça peut-être, je pense, pour moi. Peut-être avec un col en dessous, je ne sais pas. Donc voilà pour mon tarawih qui est enfin fini, que j'aime beaucoup et que je suis ravie de porter maintenant qu'il fait froid. Je vais passer à mon encours qui est un test, parce que pourquoi pas, après tout. Il y a une semaine et demie, Nadia Crétin-Lechen a envoyé un appel au test pour un gilet. Et alors j'avais déjà failli craquer pour le pull en jacquard qu'elle vient juste de sortir, je crois que c'est Pita, qui est un pull en jacquard qu'elle a tricoté en Ulysse avec un très bel empiècement géométrique en jacquard mais qui est fin. J'avais failli craquer et le tester, mais j'avais pas trop le temps, vraiment pas le temps à ce moment-là, c'était pas raisonnable. Là maintenant apparemment c'est plus raisonnable. Et elle a envoyé un appel au test pour un très très beau gilet à torsade.
un gilet col V à torsade qui se tricote en Gilliatt de Dererum Natura. Et je tricote beaucoup de Dererum Natura en ce moment, hein. J'en ai pas mal dans mon stage, comme ils sont très locaux pour moi en fait, et que j'aime énormément leur laine qui est très polyvalente. Elle est bien en jacquard, elle est bien en texture, je vais vous montrer. Et bien du coup je me suis proposée, parce que j'avais dans mon stash la bonne quantité. Alors, normalement j'en ai pile poil assez, et ça m'embête un peu parce que je voulais garder une pelote pour un autre projet, et elle est en rupture de stock tout le temps. C'est le coloris Merlot en fait, qui est un coloris qu'ils ont sorti je pense l'année dernière, qui est un bordeaux très foncé, pas comme ça, qui est un bordeaux beaucoup plus foncé que ça, prune, vraiment très très sombre, et très riche en fait. Il est un peu chiné noir, et j'aime énormément ce coloris, tout le monde aime énormément ce coloris, du coup il est tout le temps en rupture. Et du coup je me suis abonnée à l'alerte pour voir si en Gilliatt il y aurait un restockage, parce que j'aurais besoin de racheter une pelote. Mais là normalement pour le gilet j'en ai pile assez, quitte à le faire un peu plus court. Donc la Gilliatt de Dererum Natura, qui est un fil worsted machin, alors qui a un métrage de DK qui a 250 mètres au 100 grammes, mais moi je trouve personnellement que la tricoter à un échantillon au-dessus de 20 mailles sur 10 cm, je la trouve trop serrée, la Gilliatt. Voilà, c'est tout, c'est au niveau de mes goûts, ça je trouve que elle correspond mieux au patron worsted, donc 18-19 mailles sur 10 cm. Donc là j'avais le bon échantillon, j'étais contente, et il y a des poils de chat partout. Et donc j'ai commencé mon gilet, donc on le commence avec un montage provisoire, parce que je sais pas pourquoi tout le monde aime faire des montages provisoires plutôt que de relever les mailles. Moi ça m'embête plus, mais je comprends. Surtout que là en fait c'est pour la patte de boutonnage, et un color qui sera du coup beaucoup plus fondu dans le reste du gilet. Et donc c'est un raglan, enfin un raglan, voilà. C'est un raglan qui se fait très bien, très facilement. Les instructions de Nadia sont très claires. C'est la première fois en fait que je tricote un patron de Nadia. Si je dis pas de bêtises, ouais. C'est la première fois que je vois un patron de Nadia. Je tricote dans la version anglaise, même si des fois je jette un coup d'œil à la version française. Et c'est très clair, c'est limpide. Voilà, oui. C'est une façon... c'est la façon avec laquelle j'ai l'habitude de tricoter. Comparé à peut-être les modèles de B. ce que j'ai découvert aussi récemment. La formulation des choses est différente, alors que la formulation de Nadia, elle est différente, elle est très intéressante aussi, hein, c'est pas une question de bien ou pas bien, mais la formulation de Nadia est peut-être plus proche de celle que moi j'ai instinctivement, et du coup ça roule tout seul, c'est très agréable. Et donc vous avez sur les devants un panneau de torsade, voilà, qui est en gris, en diagramme, il y a un diagramme par taille pour les deux devants au moment où on les augmente pour le col V, donc ça c'est très chouette. Et ensuite vous avez un diagramme qui est très court, qui est que sur 8 rangs, donc vraiment ça se fait hyper facilement. Tous les rangs en vert, puisque ben, c'est un gilet, donc on le tricote à plat. Là je suis sur le corps, voilà, j'ai fini le raglan, j'ai mis les mailles des manches en attente et je suis sur le corps. Tous les rangs en vert sont des rangs pleins de repos, donc c'est-à-dire qu'on tricote les mailles en vert à l'envers, les mailles en droit à l'endroit, et du coup voilà, on n'a que à regarder sur les rangs en droit, à vérifier où on est, et de toute façon ça se voit sur le motif, et c'est très joli. Il y a plusieurs types de torsades, vous avez les petites fausses torsades ici qui se font avec un jeté. Il y a, je crois, 20 000 façons de faire ce type de torsade. Alors, je les ai utilisés dans des modèles qui vont paraître, mais je ne sais pas si j'ai déjà un modèle qui les utilise. Si, il y a mon écharpe Méliès et il y a peut-être autre chose. Vous savez, voilà, ça fait des petites boules avec un jeté au centre. Ça, là.
Ah, on voit rien. Ça. Voilà. Il y a 15 façons différentes de les faire. À chaque fois que je lis les instructions de quelqu'un d'autre pour les faire, c'est encore une nouvelle façon. Mais c'est très simple. Vous avez une torsade type tresse, comme ça, très jolie, qui est bien dodue, hein, je trouve ça très joli. Et vous avez une torsade au centre qui est un peu sur le même principe que la torsade du Tarawella. Ce sont des torsades classiques en forme... je crois qu'elle s'appelle flèche ou... Non, c'est pas les staghorn, justement, c'est des torsades en flèche, bref. Et donc là, c'est une torsade dans une torsade, avec des mailles en verre et tout, c'est très joli. C'est très joli. Et je suis très très contente du rendu. J'aime énormément la Merlot, mais je l'avais achetée dans l'idée de faire un design, mais j'ai pas trouvé le truc parfait. Et elle est assez sombre. Et du coup, j'avais un peu peur que qu'on ne voit pas bien les torsades. Et au final, si, on les voit bien. Alors je sais pas si j'arriverai à bien les photographier, mais en tout cas, en vrai, on les voit vraiment bien. Et c'est parce que la Gilliatt, c'est une 3 brins. Alors, le nombre de brins dans un fil, c'est pas uniquement une question d'épaisseur du fil. Chez beaucoup de marques, vous avez 1 brin, 2 brins, 3 brins, 4 brins, etc. Et à chaque fois, ça rend le fil plus gros. Mais ça change d'autres choses. Ça change la forme du fil, en fait. Les fils à 2 brins, ils sont plus plats, plus oblongs, en fait. Voilà, si je vous montre mes doigts. Là, imaginons j'ai 2 brins de fils qui s'entrelacent. Si vous regardez de face, voilà, ça fait un truc plutôt plat, en fait. Et les fils plutôt plats, c'est des fils qui s'étalent bien et s'étoffent pas mal en largeur. C'est pour ça que les fils à 2 brins ou les fils singles qui sont plats aussi, même si les fils singles ils peuvent avoir un déséquilibre parce qu'ils penchent, mais c'est pas grave, ça reste des fils plats. C'est pour ça que les 2 brins et les singles, ça rend vraiment bien en dentelle parce que ça s'étale et en jacquard parce que ça fait un truc lisse. Les fils à jacquard traditionnels, genre Shetland, etc., c'est des 2 brins pour ça, parce que ça fait un truc plat. En single aussi, le jacquard c'est joli parce que ça reste, il n'y a pas de relief en fait, et vous voyez pas vraiment chaque maille individuellement. Donc si vous avez une single qui est pas trop lisse, en jacquard ça rend bien, parce que voilà, ça, comme les 2 brins, ça reste un seul plan. Mais si vous avez 3 brins, si je fais des formes, je fais des signes bizarres. Si vous avez 3 brins, vous avez quelque chose comme ça, et ça fait un rond. Et du coup, quelque chose qui est rond, ça va plus rester en relief et se mettre en surface et créer des ombres. Et c'est pour ça que on aime bien les fils à 3 brins, les fils ronds, pour les torsades, parce que vraiment ça ressort du tricot. Et là, c'est ce qui se passe. Parce que même si j'ai une couleur qui est sombre, je vous remontre le panneau de torsade vite fait, même si j'ai une couleur qui est sombre, on voit des ombres, surtout là, à l'intérieur de la torsade. Et ça aide à faire en sorte qu'on voit le motif, même si la couleur est très sombre. Et même si le fil est un fil qui est cardé, donc, et qui est non superwash. Donc, c'est pour ça que j'aime autant la Terrerum Natura, la Ulysse et la Gilliatt et la Cyrano, parce que, surtout la Gilliatt, puisqu'elle est ronde, vous avez vraiment le combo parfait. Elle est cardée, donc elle va avoir tendance à faire un tissu qui s'accroche avec les mailles qui se lissent entre elles. Donc pour du jacquard, c'est ok. Franchement, c'est pas c'est pas parfait peut-être, mais c'est un très beau jacquard, moi je trouve. Mais vous avez quand même un fil qui est rond et du coup qui montre les textures super bien. Donc vous avez un peu un équilibre comme ça. Voilà. Un petit blabla, nombre de brins, forme des fils, tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose et j'ai oublié. Voilà. Donc voilà, c'est un fil qui est très équilibré, qui est très polyvalent et moi je l'aime beaucoup. Et là ça rend bien, je suis contente. Donc je suis sur le corps. Alors je crois que pour ma taille, elle dit de faire le corps jusqu'à 29 cm. En fait, je vais finir cette pelote. J'ai 2 autres pelotes. Donc je vais finir cette pelote. Je vais faire les manches.
Et après je vais essayer de jauger jusqu'à où je peux faire le corps en ayant suffisamment de laine pour faire l'encolure et la patte de boutonnage qui se relève à la fin et qui se fait en même temps. Voilà. J'ai quelques boutons possibles, il faut des gros boutons hein, de 20 mm. J'ai quelques options. Je verrai une fois fini. Mais voilà, ça se tricote très bien, c'est très chouette. La fin du test est le 18 février, donc normalement il sort à ce moment-là. Donc normalement je serai dans les temps, sans souci. Il s'appelle Ferndale, je crois. J'aurais peut-être pas dû le dire, je ne sais pas. Mais voilà. Donc ça m'amuse. J'étais vraiment dans une ambiance torsade au mois de décembre. J'ai fait énormément de choses avec des torsades. Vous allez le voir bientôt. Et oui, et du coup j'avais encore envie de m'en rajouter parce que torsade. Mais voilà, et puis après, vous allez voir que vers mai-juin, je vais partir dans un délire dentelle. Et que en septembre, ce sera que du jacquard. Enfin, c'est très saisonnier tout ça. Mais voilà, j'ai fini pour la partie tricot et je vais passer au filage, puisque j'ai beaucoup filé, j'ai repris le filage. Alors, petite historique filage me concernant, donc je sais filer depuis plus de 5 ans, et ça m'a surpris en fait, puisque j'ai cherché du coup pour pouvoir vous le dire, et il y a une photo sur mon Instagram de janvier 2016. C'est une des toutes premières photos où ne remontez pas mon fil Instagram. Et il y a, du coup c'est une photo de filage au fuseau, et c'était pas la première fois que je filais, je le sais. Donc je pense que j'ai dû commencer à l'automne 2015. Voilà, donc ça fait plus de 5 ans que je file au fuseau. Fuseau, si vous savez pas, peut-être que faudrait que je prenne un truc. Fuseau. Ça fait 5 ans que je sais filer au fuseau. J'aime beaucoup filer au fuseau. Je trouve l'objet très joli, j'en ai 3 de différentes formes. Et je trouve que c'est particulier, mais ça a vraiment un charme, le fait que moi je file debout au fuseau. Oh ouais, ce serait assez marrant. Je file debout et j'aime bien la mécanique, je trouve ça chouette. Ça m'est venu, alors c'est pas super facile de filer au fuseau, c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur parce que quand on file au fuseau, alors il y a différents types de fuseaux. Vous avez des fuseaux qui sont pas comme ça, qui sont au contraire qui tournent au sol, mais c'est plus rare d'en trouver. Et de ce que j'ai compris, c'est pas forcément une mécanique instinctive aussi. Puis quand on file au fuseau, le fuseau il se balade comme ça et on essaie en même temps de tenir son fil. Donc quand on débute, c'est un peu plus problématique. Il faut faire tourner le fuseau. Alors, les bases. Quand vous avez de la fibre, pour la transformer en fil, il faut la tordre. Voilà, il faut la tordre pour lui donner une forme de fil, tout simplement. En gros. Et donc du coup, quand vous filez au fuseau, il faut que vous fassiez tourner le fuseau. Et en même temps, il faut que vous démerdiez avec votre fibre pour la tirer. Voilà, donc c'est pas forcément la chose la plus facile à apprendre. Mais c'est quelque chose que je sais faire depuis très longtemps et que j'aime beaucoup. Le souci, c'est que ça me fait mal au coude. Parce que, forcément, j'ai essayé plusieurs façons de le faire autrement, d'essayer de rester vraiment relaxée, mais par nature, en fait, il faut bouger beaucoup le coude et tendre comme ça. Et en fait, que je fasse d'un côté ou de l'autre, ça me déclenchait mon espèce de tendinite sous-jacente que j'ai plus depuis super longtemps, mais ça me déclenchait une douleur là. Et du coup, je pouvais pas filer autant que je voulais. Le truc, c'est que c'est plus long aussi, donc si je voulais vraiment me filer des fils que je puisse utiliser pour avoir une quantité suffisante au fuseau, en pouvant filer que vraiment pas longtemps, parce que sinon j'avais mal, j'arrivais pas, c'était pas possible. Et du coup, ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir un rouet. Et mais c'est cher, ouais, faut pas se le cacher, c'est super cher.
Du coup, en attendant, en économisant, tant bien que mal, pour avoir un rouet, j'avais aussi commandé, j'avais participé à un crowdfunding de Electric Eel Wheel. Donc c'est un Américain en fait qui fait des rouets électriques miniatures. Donc c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est adorable. Et du coup j'en avais... C'était il y a 3 ans je crois, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Mais peut-être que 2 ans. Bref, et donc j'ai un tout petit rouet électrique miniature, alors qui fonctionne, hein, c'est sympa, ça marche bien, mais comment dire, pour apprendre à scier en rouet, c'était pas la bonne chose, parce qu'en fait, comme c'est un moteur qui tourne, comme c'est un truc miniature, c'est pas très avancé, donc il n'y a pas tant de marge de manœuvre que ça au niveau de la vitesse du moteur. Alors il y a une marge de manœuvre, ce qui est quand même hyper utile, mais pas tellement que les rouets électriques. D'ailleurs, en fait, j'ai regardé, et le rouet électrique de Ashford, qui est une marque qui fait beaucoup une des marques majeures de rouets, d'accessoires de filage, de tissage aussi, qui fait un rouet électrique. En fait, il est pas beaucoup plus cher qu'un rouet mécanique, un rouet avec une roue, quoi, que vous pédalez. Donc j'étais surprise et agréablement surprise, parce que c'est vrai que pour les personnes qui peuvent pas pédaler, qui ont une mobilité réduite ou quoi, les rouets électriques c'est très bien. Donc en fait c'est pas beaucoup plus cher qu'un rouet mécanique, ce qui reste cher, soyons bien d'accord. Mais voilà, dans le cas du Mini que j'avais, les différentes vitesses de moteur, il y avait pas beaucoup de choix, et du coup ça allait trop vite et j'avais constamment l'impression de me battre contre le moteur, et c'était pas le flow, c'était pas agréable. J'agite mon truc là, c'est vraiment Capitaine Crochet. Et j'arrivais pas. Et du coup, c'était de plus en plus évident que vraiment il fallait que je m'achète un rouet classique, parce que c'était plus ce vers quoi je tendais. Et donc après 20 milliards d'années à économiser, je me suis enfin pris pour Noël et mon anniversaire de l'année prochaine, et Noël de l'année prochaine et l'anniversaire de l'année prochaine aussi, j'ai pris un rouet. J'ai pris le Sonata de Kromski. Donc comme Kromski, qui est une autre marque très connue de rouets, de métiers à tisser, tout ça, polonaise. Pourquoi j'ai pris le Sonata? Je me dis que ça peut-être intéresser des gens. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Moi j'avais plusieurs critères. Je voulais qu'il soit pliant pour que je puisse le transporter. Je voulais qu'il ait 2 pédales, parce qu'une pédale, je me suis dit non mais si je prends le truc qui va me faire forcer sur un côté de mon corps, ça va pas marcher en fait. Ça c'était vraiment mes 2 critères principaux. Et esthétiquement je voulais que ce soit une roue, parce que moi j'aime pas trop. Alors vous avez des rouets qui sont les moins chers, les rouets les moins chers. Vous avez le Fantasia de Kromski, et vous avez un rouet de Louet, je sais pas si c'est le S10 ou le S17, bref. Vous avez 2 rouets, les 2 rouets les plus en bas des prix du marché, qui sont très très bien, que des gens ont des années et des années, et même des fileurs expérimentés les adorent. Donc c'est des rouets qui sont à 300 €, je crois, en dessous de 300 €. Donc voilà, c'est le prix, le minimum. Donc ça reste un coût, mais voilà, c'est le moins qu'on puisse faire. Mais moi j'aime pas la roue. En fait, la roue elle est pleine. Dans le Louet, elle est vraiment pleine, c'est vraiment un rond plein. Et dans le Fantasia, vous avez ce S au milieu. Et moi j'aime pas. Visuellement, j'arrivais pas. Donc je voulais un rouet, et je me suis dit, mais quitte à... De toute façon, ça fait des années que j'attends et que j'économise, je vais économiser encore quelques années et attendre pour avoir un rouet qui m'aille. Et voilà, donc mon choix au final c'est joué entre le Sonata de Kromski et le Kiwi 3 de Ashford. Ils sont très équivalents. Le Kiwi 3 est moins cher de beaucoup. Il est vendu vous pouvez l'acheter sur tricotin.com si vous êtes en France. Et donc après j'ai choisi en fonction des détails.
Et il y a deux choses qui m'ont... Trois, ouais. Il y a plusieurs choses qui m'ont fait me décider pour le Sonata. La première, c'est la hauteur du rouet. En fait, vous avez le rouet qui est au sol, et en fait, le trou, il est à une hauteur qui varie en fonction de la taille de la roue, machin. Sur le Sonata, elle est plus haute, et elle est ajustable. Alors, je suis sûre qu'on peut trafiquer quelque chose, que voilà, il y a moyen. Mais moi, je me suis dit de base, j'ai mesuré, en fait, je me suis assise sur la chaise sur laquelle j'allais me mettre à filer, et j'ai mesuré où est-ce que ce serait confortable. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'était vraiment de trouver une solution à mon envie de filage sans me faire mal. Et du coup, j'ai mesuré, et le Sonata était à une meilleure hauteur, et surtout le truc est ajustable. Donc si jamais... c'est pratique, parce que souvent les gens après ils doivent acheter des chaises spéciales à la bonne hauteur pour pouvoir filer avec. Et puis une chaise ça coûte super cher. Et donc ça c'était le premier truc. Le deuxième truc c'est que les ratios du rouet, alors ok, un rouet ça tourne. Et ça, disons que ça va tourner, simplifié, ça va tourner à une certaine vitesse. Et sur les rouets, vous pouvez changer la vitesse à laquelle ça tourne. C'est compliqué, c'est le flyer qui tourne, c'est machin, bon bref. Ouais. Vous pouvez changer la vitesse à laquelle ça tourne. Plus ça va vite, plus vous allez avoir de torsion dans votre fil, plus vous allez filer fin. Moins ça va vite, plus vous allez pouvoir faire des gros fils. Voilà, puisque les gros fils ont besoin d'être moins tordus, donc moins de vitesse que les fils fins. Le Kiwi 3 d'Ashford, qui est pliant aussi d'ailleurs, le nouveau Kiwi 3 est pliant, donc ça c'est super. Le Kiwi 3 d'Ashford a des ratios qui sont un peu trop gros, je trouve. Alors après, pour débuter, de toute façon, je peux pas aller super vite non plus. Et vous avez toujours des accessoires qui vous permettent de filer plus vite, ou de filer moins vite pour faire des plus gros fils. Voilà, vous avez, chaque marque a des accessoires qui vous permettent de vraiment rendre votre rouet complètement polyvalent. Mais bref, les ratios de vitesse du Sonata me convenaient mieux par rapport à ce que je savais que je voulais filer. Et je me suis dit, ça sert à rien d'acheter un rouet avec des ratios de débutant, alors qu'après, si j'y arrive bien, je vais me dire, mince, en fait, il faut que j'aille plus vite. Voilà. Après, ça reste tout à fait... Enfin, il y a des gens qui filent avec le Kiwi 3, enfin, j'exagère, mais bon. J'essayais de faire des catégories, et c'en était une. Autre chose, c'est que Kromski c'est une marque polonaise, donc les accessoires, tout ça, si après je veux racheter des bobines, si je veux acheter un nouveau truc avec d'autres ratios, flyers, tout ça, et ça va plus vite que de les faire venir de Nouvelle-Zélande. Le Sonata en plus venait avec un sac de transport, et il venait ciré, alors que le Kiwi 3, il n'y a pas moyen de l'acheter ciré, il vient en bois naturel brut, et donc il faut le cirer. Et je pense que le mot d'ordre de cet épisode, c'est la flemme. Et voilà, j'avais pas envie de le cirer. Voilà, donc des petites choses qui m'ont fait me dire, bon, je vais partir sur le Sonata. Et donc j'ai pris le Sonata, et j'en suis ravie. Franchement, la prise en main était très facile, je suis très contente, faut que je rachète plus de bobines, mais c'est tout, et je pense pas avoir besoin rapidement d'acheter un accessoire pour filer plus vite ou pour filer des plus gros fils. Je pense que que tel quel, il est très polyvalent, et franchement ça se passe vraiment bien. Je pensais pas que ça se passerait aussi bien, mais je suis vraiment contente. Mes pensées sont un peu dans le désordre. Donc je l'ai reçu le 24 décembre. Oui, parce que alors je l'ai acheté chez Alice Création, qui est un revendeur, je pense le seul revendeur en France qui expédie, en fait. J'ai pas de revendeur autour de moi, à ma connaissance. Et en fait, je l'ai acheté en novembre, mais j'avais pas compris que en stock, ça voulait pas dire en stock. Bref, et du coup, j'ai vu qu'il ne
qui n'était pas en stock visiblement. Et du coup, mais il arrivait le 24 décembre. C'est vraiment un truc aberrant. Je me suis dit, bon, d'accord, super. Moi qui l'avais commandé avant pour éviter le côté vraiment panique pour les entreprises de devoir expédier des choses et le côté panique de la poste, tout ça pour livrer des choses à la dernière minute avant Noël. En plus, j'aime beaucoup mon facteur colis. Mon facteur colis Simon est très sympa et du coup, je me suis dit, je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Quand il est venu le 24 avec son truc énorme, je suis vraiment désolée. Bon, voilà. C'est comme ça, je l'ai. Je lui ai donné des cookies en cadeau pour me faire pardonner. Donc depuis le 24, je file quasi tous les jours. Il y a peut-être eu 3 jours où j'ai pas filé. Vraiment, je suis très très contente. Et ça valait vraiment le coup d'attendre et de prendre le temps de bien choisir, d'économiser pour, et je suis absolument ravie. Donc, je rappelle du coup, parce que du coup, je vous ai montré un petit peu sur Instagram et tout ça, des photos de mes fils, et j'ai eu des commentaires, mais t'es super régulière et ça. Bah oui, parce que ça fait longtemps que je sais filer. Mais. C'est pas forcément le cas. Donc, mon tout premier filage, c'était ça. Des trucs qui bougent, c'était ça. Et donc, oula, ça fait mal aux yeux ça. Désolée. C'était parce que j'ai beaucoup de fibres en stock, parce que je filais au fuseau, et surtout les fibres pour les tissages aussi, c'est très joli. Les tissages décoratifs. Et donc ça, c'est un mérino mélangé en fait, et donc c'était une des fibres que j'avais en reste, je ne savais pas quoi en faire, donc je me suis dit je vais mon premier filage ça va être ça pour expérimenter tout ça. Et ça s'est plutôt bien passé. Après c'était, enfin voilà, c'est irrégulier, vous voyez, il y a des zones qui sont plus épaisses que d'autres, mais ça reste tout à fait utilisable en tissage ou autre. Enfin après j'aime pas spécialement la couleur, mais bon. Je veux tricoter les fils que je file, bien sûr, mais j'aime aussi énormément juste le fait de filer. Donc, pour moi, c'est un peu une fin en soi aussi. Juste de faire la pelote. Bon, après, je vais me retrouver avec 20 000 écheveaux filés main, évidemment que je vais les tricoter. Mais si je file des choses et que je vais pas tout de suite avoir une utilisation de la laine, ça me dérange pas. J'ai fait 2 choses différentes avec ce fil. Donc, j'ai tout filé... j'ai filé sur deux bobines. Et après, au niveau du retors, puisque donc on file d'abord un brin. Ça, c'est mon... Eh bien, il est où mon truc? C'est mon... Oh, je trouve pas le bout. C'est mon... Ça va être compliqué, ça, quand même, si je trouve pas le bout. C'est pas super pratique, ça, Audrey. Ah, il est là? Non. Bref. On file d'abord un brin, et après, si on veut, soit on le laisse en single, soit... Non mais il faut que je trouve une solution pour isoler le bout, parce que sinon on le retrouve pas et c'est stupide. Je suis en train de complètement défaire ma bobine. Bref. On file d'abord un brin, et après si on veut, on le retord pour faire 2 brins, pour faire 3 brins, ce que vous voulez. Bon, zut, je vais tirer un fil. Vous voyez que là, il y a un seul brin. Voilà. Donc j'ai fait 2 bobines comme ça. Et après, j'ai fait un retors ensemble. Le premier que j'ai fait, je l'ai fait de façon assez lâche. Donc encore une fois, ça se contrôle avec la vitesse de rotation. Et donc le premier que j'ai fait, je l'ai fait à la vitesse la plus lâche. Et du coup, ça se voit que c'est un peu trop... c'est pas terrible. Enfin, si ça va, mais c'est trop lâche à mon goût. Le retors est trop lâche à mon goût, je trouve. Et du coup, pour comparer, j'ai fait la deuxième version avec un ratio plus petit, donc qui allait plus vite, donc qui serrait plus les brins. Et là, je suis un peu plus contente du... Bon, là, il y a un gros... J'avais pas spécialement fait attention à ma consistance. Là, l'idée, c'était vraiment juste de m'habituer au fait de pédaler.
de façon régulière. Mais voilà, là le rotor est un peu plus serré comparé à celui-là. Si j'en prends 2, voilà, vous voyez, c'est un peu plus twisté, disons. Mais bon, ironiquement, en fait, comme j'ai d'abord commencé par le rotor lâche, en fait, j'ai fait le rotor pas beau sur le fil qui était le plus régulier, puisque c'était la fin de mes singles. Mais voilà, je suis assez contente pour un premier truc. Une fois que vous finissez de filer une pelote, il faut la laver. Il faut la laisser tremper un petit peu pour que le fil s'étoffe. Et après, il faut un petit peu régler la tension. Donc vous enlevez un petit peu d'eau avec une serviette comme quand on bloque un tricot. Et en fait, après, il faut un petit peu choquer le fil. Et donc, il y a plusieurs méthodes. Il y a des gens qui juste prennent les chevaux et vraiment juste tapent comme ça contre un mur. Donc vous avez l'air d'une folle, hein, on va pas se mentir quand vous faites ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est juste les chevaux et encore mouillés. Et en fait, moi, je fais ça, comme ça, assez fort pour tirer un petit peu les fils. Et après, je le suspends avec un poids en bas. Et en fait, ça tend un peu les chevaux. Et ça permet, s'il y a des irrégularités de torsion, si voilà, il y a des endroits où j'ai plus tordu le fil que d'autres, ça permet un petit peu de l'équilibrer. Voilà. Ça, c'est la théorie. Que dire de plus? Donc voilà, ça c'était mon premier essai. J'essayais vraiment de m'habituer au fait de pédaler et j'essayais de trouver la bonne tension sur la bobine. Donc, vous avez deux gros systèmes de rouets. Au-dessus du rouet, en fait, vous avez 2 choses qui tournent. Vous avez le flyer, je sais pas comment on dit en français, ce qui tient la bobine, qui tourne, et la bobine. Et donc, le truc qui tourne, le flyer, c'est ce qui donne la torsion à votre fil. Mais après, il faut bien que le fil avance. Et il avance parce que la bobine tourne à une vitesse différente. Voilà, c'est un truc mécanique. Si vous avez 2 trucs qui tournent dans le même sens, bah ça ne fait rien. Mais si vous avez 2 trucs, j'arrive pas à le faire. Bref. Si vous avez un truc qui tourne à une certaine vitesse et l'autre truc autour qui tourne plus vite, bah par effet la science, ça avance et donc c'est comme ça que le fil s'enroule sur la bobine. Et donc vous avez 2 systèmes de tension principales. Vous avez la tension dite écossaise. Ce que j'ai compris, ça n'a absolument rien à voir avec l'Écosse. Où c'est la bobine qui est freinée en fait. Donc vous avez un fil qui bloque. Peut-être un jour je vous ferai une vidéo, notamment il y a des gens qui me l'ont demandé sur Patreon, donc peut-être que je ferai ça soit sur Patreon, soit ici, je sais pas. Pour vous montrer le rouet, vous expliquer comment ça marche quand je serai un peu plus à l'aise avec. Parce que je sais comment marche un rouet. Je sais pas m'en servir, c'est toujours mon problème. Je sais comment faire les choses, mais je ne sais pas les faire. Enfin, je n'ai pas la pratique. J'ai la théorie avant la pratique. Je parlerai de quelque chose après. Par rapport à ça, si je n'oublie pas. Et donc, vous avez la méthode où c'est la bobine qui est freinée. Et vous avez la méthode où c'est le truc qui tourne autour qui est freiné, qui est le système de tension irlandaise. Aussi rien à voir avec Irlande. Si j'ai bien compris. Et vous avez des rouets qui peuvent faire les deux. Mais le plus basique, c'est la tension écossaise, de ce que j'ai compris, c'est celui en général, c'est le plus simple à comprendre. Hein. Et du coup, voilà, il faut trouver le bon réglage pour que la bobine tourne à la bonne vitesse, pour que le fil avance pas trop vite, parce que sinon le fil il vous échappe des mains, mais suffisamment vite pour pas qu'il vous reste dans les mains et qu'il soit trop tordu. Voilà, donc mon premier filage, c'était surtout ça que j'essayais de faire, de voir un petit peu, ok, je pédale, ça marche à peu près, quelle vitesse il faut pour que ça y aille, etc. Mon deuxième essai, c'était ça.
Donc Déborah les petites potions, je lui ai demandé un truc et elle a pas pu s'empêcher en même temps de m'envoyer des fibres qu'elle avait teintes, des restes de fibres qu'elle avait pour m'aider, pour que je m'entraîne. Donc c'était du Romney, du Kent, du Romney de Kent, on croit, elle croit. Et donc il y en avait deux, il y en avait un marron un peu comme ça, et un orange, enfin rouille, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est mon deuxième filage, c'est mon deuxième échauffier, et là tout de suite c'est beaucoup mieux. J'ai vraiment essayé de me concentrer, là cette fois-ci, sur l'épaisseur de mon fil, que ce soit le plus régulier possible, et je suis assez contente. C'est pas parfait, mais franchement je suis plutôt contente. C'est un peu bizarre parce que comme je sais filer au fuseau, oula coucou, de manière régulière, le fait là d'avoir des fils un peu irréguliers, c'est un peu curieux, mais vraiment j'ai aucun stress. C'est marrant, j'ai pas du tout de frustration à l'apprentissage. Moi j'ai pas cet effet de je veux apprendre un truc, mais je suis forcément quand on débute, c'est pas terrible quoi. Encore, enfin c'est très raisonnable hein, qu'on soit bien d'accord. Mais j'ai pas du tout cette frustration d'adulte d'avoir du mal à apprendre et d'accepter de faire quelque chose de pas parfait. Moi ça me va très bien. Et je pense que c'est dû, c'est ce que je voulais vous dire, je pense que c'est dû à la façon dont j'apprends les choses. Souvent on me demande comment t'as appris à filer, à tricoter, à tisser, machin. C'est un peu difficile pour moi de répondre à ces questions parce que j'ai appris en fait. Je suis très curieuse et je vais fouiller un sujet à fond. Je vais trouver quelque chose sur internet, que ce soit sur Instagram, je vais voir une photo, ou je vais avoir une vidéo sur YouTube, ou je vais voir quelque chose, où je vais entendre parler d'une technique, de loisir créatif, ou de n'importe quel sujet, hein, pas juste en loisir créatif aussi, hein, que ce soit en sciences, ou en littérature, ou en n'importe quel sujet. Je vais entendre parler quelque chose, et je vais chercher pendant des jours et des jours, je ne vais regarder que ça. C'est-à-dire je vais regarder des vidéos entières de 3 heures, je vais tout apprendre, je vais fouiller à fond. Et c'est pour ça que souvent, avant même de faire quelque chose, j'ai emmagasiné beaucoup de théories. Et alors du coup, ça me crée un petit peu un décalage, mais je pense que ça m'aide parce que, par exemple, une fois je pense que je faisais déjà le podcast à ce moment-là. La dentelle au fuseau, une fois j'ai vu sur Instagram quelqu'un qui faisait un truc avec la dentelle au fuseau, si vous avez jamais vu, ça se fait avec plein de bobines. Non, c'est même pas ça. Je me baladais sur Etsy et j'ai vu des fuseaux vintage et je trouvais ça trop joli. Je me suis dit tiens c'est marrant, c'est quoi et du coup j'ai cherché qu'est-ce que c'est que la dentelle au fuseau. Et sur YouTube il y a des gens qui font des pas à pas de dentelle au fuseau. C'est des vidéos qui durent 1 heure où ils font vraiment en entier, genre par exemple des marque-pages ou des petits napperons en dentelle au fuseau et ils vous montrent le patron et vous avez vraiment toutes les étapes. Et je regardais ça je regardais toute la vidéo. Et j'ai regardé beaucoup de choses comme ça, j'ai beaucoup appris sur comment ça marche, et au final je me suis acheté je sais pas où ils sont d'ailleurs, je me suis acheté quelques fuseaux, j'ai essayé, c'était rigolo, ça m'a plu, machin. J'ai pas plus accroché que ça, enfin si, c'est sympa, peut-être que j'en referai un jour. Mais, et c'est comme ça pour plein de trucs, pour le tissage, c'était pareil, en fait, le tissage, je crois que j'avais lu un article de blog, mais il y a très longtemps, de quelqu'un c'est un article en français, je me demande si c'est pas Morgane quelque chose, je sais plus, c'est une blogueuse lifestyle, loisirs créatifs, machin, je sais pas si elle fait toujours, parce que c'était il y a longtemps. Et bref, elle avait fait un article tuto premier tissage, machin, je sais pas quoi, c'était assez joli ce qu'elle avait fait, du coup ça m'avait intriguée, je me dis tiens c'est marrant, c'est quoi? Et pareil, j'ai cherché tissage, je suis tombée sur des blogs, sur des comptes Instagram, sur des gens qui faisaient des vidéos. Et pareil, j'ai fouillé, et j'ai fini par m'acheter des petits métiers à tisser de tapisserie, à en faire pas mal, puis au final à m'acheter un plus grand métier pour vraiment faire du tissu, tout ça. C'est avec le tissage que j'ai appris à filer, parce qu'en fait je suivais
une boutique qui s'appelle The Unusual Pair, qui est une créatrice, alors je sais pas si elle est en Nouvelle-Zélande ou en Australie, mais bref, elle faisait des petits accessoires de tissage, des petits métiers à tisser, tout ça, j'en ai quelques-uns qui sont très jolis. Et un jour, elle a mis en place, designé, créé ce fuseau, que je trouvais très joli. Et je savais absolument pas, enfin, je comprenais le concept de filage, mais je savais absolument pas comment ça marchait, qu'est-ce que c'était un fuseau, etc. Et donc cette boutique que je suivais a sorti un fuseau, je me suis dit tiens c'est marrant, c'est quoi ça? Et bah du coup j'ai appris à filer, j'ai le fuseau, j'en ai plein et maintenant j'ai un ouais. Voilà. C'est comme ça que j'apprends les choses et je sais pas, j'ai l'impression que quand on me demande comment j'ai appris quelque chose, je sais pas, j'ai l'impression que vous voulez que je vous donne un... Bah j'ai suivi le cours de machin, il est là, ou j'ai lu ce livre qui t'explique tout de A à Z. Non, en fait, ou c'est ma grand-mère qui m'a appris machin. Non, ma grand-mère, elle est imbuvable, elle m'a rien appris du tout, elle est méchante. Bref. Mais non, en fait, voilà, c'est comme ça que j'apprends pour tout. Moi, je cherche par moi-même et je cherche vraiment, comme je vous dis, à fond. Donc c'est pour ça que je sais comment marche un rouet. Depuis très longtemps, alors que je sais pas tous les détails, tout n'importe quoi, il y a plein de choses que je ne sais pas. Et surtout, il y a ce décalage de ouais, je connais la théorie, mais après il y a la pratique quand même, hein, et c'est pas du tout la même chose. Mais je sais pas, je sais pas si c'est une question forcément de génération, parce que ma sœur, elle est pas du tout comme ça. Et ma sœur qui est plus petite que moi, qui est bien plus jeune que moi. Ma sœur, elle est née avec Internet, hein, complètement. Elle avait déjà Internet quand elle était en primaire. Enfin, on avait déjà Internet quand elle était en primaire. Voilà, donc ma sœur, c'est typiquement la personne où tu te dis, elle va avoir le réflexe de chercher tout ça, alors que pas du tout. Non, elle n'a pas du tout la même démarche que moi. Bah, c'était au point que elle nous demande, soit à moi, soit à ma mère, pour tout et n'importe quoi. Genre la dernière fois, il fallait lui expliquer comment faire des lasagnes. Il dit mais et tu peux pas juste tu googles 2 secondes lasagne et tu as la réponse, tu as la recette. Pourquoi t'as besoin qu'on te donne la recette? Et c'était pas une question d'avoir une recette familiale, secret de famille. Non, elle voulait juste des lasagnes de base. Elle dit, mais tu vas rester là à mourir de faim jusqu'à ce qu'on te réponde. Juste, tu cherches. Bon, c'est un exemple, mais c'est plein de choses comme ça où... Ouais, parfois, je comprends pas pourquoi les gens... Enfin, Oui, si, je comprends qu'on est plus rassuré quand c'est quelqu'un qui nous guide et on a l'impression que l'autre personne a peut-être un savoir caché que nous on va pas trouver par nous-mêmes, mais moi j'ai pas du tout ce réflexe-là. Au contraire, moi je vais dans l'autre extrême, c'est-à-dire que je ne demanderai pas d'aide contre toute logique. C'est-à-dire je vais à fond dans mon truc toute seule, même si il suffirait que je demande à quelqu'un et en 2 secondes j'ai la solution. Non, il faut que je me débrouille toute seule. Donc c'est 2 extrêmes. Mais bon, c'est marrant. Donc voilà, quand vous me demandez comment j'ai appris à filer, bah, j'ai appris à filer parce que je faisais du tissage et que la personne chez qui j'achetais mes métiers à tisser, un jour, elle a sorti un fuseau. Voilà. Et du coup, bah, j'ai suivi son petit tutoriel pour filer mes premiers fils. J'ai cherché, j'ai lu des articles sur internet, dans des livres que je trouvais ici et là. Il y a un livre qui s'appelle Respect the Spindle, je crois, spécifiquement sur le filage au fuseau, qui explique tous les systèmes de torsion, tous les trucs, machin. Enfin bref, voilà. Alors c'est aussi beaucoup plus pratique quand on parle plusieurs langues, hein, faut pas se le cacher. Même si en français, il y a quand même des choses en français, ça va, on s'en sort pas trop mal comparé à d'autres pays où c'est vraiment la galère. Quand je vois ma belle-mère, putain, cet épisode, je raconte ma vie, hein. Bon, désolée, mais bon voilà, c'est comme ça. Quand je vois ma belle-mère, donc qui est roumaine, et alors elle babille en anglais, elle parle un peu anglais, mais c'est compliqué, elle comprend pas tout, et voilà, quand elle cherche un truc, eux ils achètent une machine à laver, il n'y a pas le mode d'emploi en roumain, hein. C'est de l'anglais ou du français ou de l'allemand, et puis si tu parles pas ça, bah tu te débrouilles. Voilà, donc en français on n'est pas si mal loti que ça, et c'est pareil, voilà, quand elle cherche une recette de cuisine ou des trucs comme ça, des fois elle trouve pas l'équivalent en roumain et elle comprend pas, et du coup on fait le service de traduction avec mon copain. Mais effectivement, c'est plus facile quand on parle plusieurs langues.
notamment en anglais, d'avoir accès à plein de ressources. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Que dire Je sais plus où je vais. Je raconte, mais vraiment, ça part dans tous les sens, hein, c'est terrible. Je te censée parler de filage. Donc, mon but avec ce deuxième show, c'était d'avoir le fil le plus régulier possible. Et donc ça, c'est un single qui me restait parce que j'avais pas pesé pour bien séparer mes singles. Et franchement, c'est pas mal du tout. Je suis contente. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Franchement, c'est bien. Ouais, ça, c'est mon single. C'est ok. Je l'ai pas lavé, par contre. Vous voyez, en fait, je l'ai pas lavé, du coup, il est tout... mais voilà. Et après, j'ai fait une de brun avec l'eau orange et ça donne ça. Je suis assez contente de la torsion ici. C'est encore un peu trop lâche à mon goût. Je sais que c'est ce sur quoi je vais avoir un petit peu plus de mal. Pour moi, la consistance du fil, l'épaisseur du fil, c'est pas tellement un problème. Pour plusieurs choses. Parce que je sais filer, mais aussi parce que je sais comment tricher. Et alors, si vous débutez... Je sais qu'il y a plein de gens qui ont eu des rouets à Noël, donc je pense qu'on doit être pas mal de personnes à apprendre en même temps. Ce qui facilite vraiment la chose, c'est de préparer la fibre avant. Donc vous avez la fibre, voilà. Ça c'est du mérino aussi. Je ne sais pas s'il y a du nylon. C'est une fibre que j'ai depuis très très longtemps, que j'avais achetée chez Heavenly Wools sur Etsy. Je ne sais pas si elle t'a encore, je ne sais même plus d'où elle est. Je crois que c'était la Nouvelle-Zélande aussi. Je sais pourquoi chercher loin quand on peut chercher à côté, n'est-ce pas? Ou l'inverse. Donc quand on file, on a ça. Donc, on a plusieurs types de préparation. Ça, c'est un ruban. Donc peigné. Donc voilà, donc c'est un ruban. On peut aussi avoir, bon j'en ai pas sous la main, mais je vous en montrerai à l'occasion, on peut aussi avoir des nappes où les fibres sont cardées et un peu plus dans le désordre, alors que là vous avez un ruban machin peigné. Moi je sais que au fuseau, je préfère filer en ruban. C'est un peu contradictoire, mais je préfère filer en ruban, je le sais. Après j'aime bien les nappes, c'est très très joli, donc j'en achète aussi, y a pas de souci, mais j'ai tendance à préférer filer en ruban. Donc quand on file, en fait, on tire la fibre comme ça et elle va se tordre, soit par l'action du fuseau, soit par l'action du rouet. Voilà, donc si j'arrive, on tire la fibre, vous voyez, comme ça, et hop, on la twist. Et ça fait un fil. Si on a un ruban comme ça, et qu'on doit non seulement tirer la fibre, mais faire attention qu'on tire la même quantité de fibres en même temps pour que ça reste suffisamment régulier, etc. Qu'on est en train d'apprendre. Que parfois la fibre résiste, ça dépend de type de préparation, mais si on a des fibres qui sont un peu plus longues ou des fibres qui sont un peu plus... la soie, par exemple, la soie c'est assez dur à filer, en tout cas au fuseau, parce que il faut aller un peu loin, et après le fil, une fois qu'il est dans sa forme, ça ne bouge pas. C'est-à-dire c'est très difficile de contrôler la forme de la soie, je trouve, personnellement, en tout cas au fuseau. J'ai oublié un écheveau, il faudrait que j'aille le chercher. Comme ça, c'est dur de tout faire en même temps, et c'est très très dur au fuseau. Et parce que, bah voilà, vous êtes là avec votre fuseau, il faut que vous lanciez le fuseau, et en même temps, vite vite, il faut que vous tiriez, machin, correctement, sans faire de gros tas, bidule, et vous avez que 2 mains. Et donc, quand on apprend au fuseau, je pense qu'on est un peu obligé d'apprendre à préparer la fibre. Et en fait, le plus simple, c'est juste vous tirez un bout, voilà, vous séparez la fibre. Moi, je prends des largeurs pas plus épaisses que ça. Et alors maintenant, ça me suffit. Mais si vous êtes encore plus débutant et que vous avez encore plus de mal, vous pouvez séparer les fibres. Vraiment, voilà, vous les tirez comme ça, hop. Et vous les pré-tirez. En fait, vous tirez, hop, doucement, comme ça, vous les séparez déjà d'avance. Vous vous amusez comme ça à tirer. Et comme ça, les fibres, elles sont déjà un peu étirées. Et ça va être beaucoup plus facile de les filer. Voilà. Donc c'est un peu plus long
d'un autre côté, ça vous oblige à mieux manipuler la fibre, et aussi ça vous oblige à bien peser. Si vous voulez faire une 2 brins, vous choisissez mieux la séparation des couleurs, etc. Et de la quantité de fibres. Mais voilà, c'est beaucoup plus facile. C'est aussi pour ça que c'est une bonne idée, par exemple, de filer des fils type Plotulopie ou Nutiden qui sont pas filés. Comme ça, vous avez déjà la bonne taille et la bonne forme, et vous avez juste à ajouter de la torsion. C'est quelque chose qui est assez sympa à faire quand on débute. Mais si vous voulez juste prendre de la fibre, en fait, juste préparez-la vous-même d'abord comme ça, avant d'aller la filer. Et petit à petit, on s'en sort. Donc voilà, donc ces 3 premiers... voilà, ces 3 premiers échos, j'avais vraiment fait comme ça consciencieusement, j'avais vraiment pré-étiré tous les trucs au maximum, etc. Et ensuite, j'ai fini par juste, comme je m'étais un petit peu plus habituée au rouet, à la vitesse à laquelle je pédalais, etc. Maintenant, voilà, ce que je fais, c'est juste je le divise en petits bouts comme ça, et ça, j'arrive à le filer de manière consistante maintenant, sans forcément avoir besoin de le pré-tirer. Dans le cas du mérino, j'ai pas encore essayé d'autres trucs. J'ai filé ça entre temps, voilà, parce que je voulais essayer un chain ply, donc un retors en chaînette. Ça, c'est un échantillon de Shankley's, qui est une teinturière anglaise, qui fait de très très belles choses, qui a beaucoup de fibres naturelles différentes aussi. J'en ai acheté pas mal de chez elle juste avant le Brexit parce que catastrophe. Et en même temps, elle m'a donné un échantillon offert. Il y avait un échantillon offert de 20 grammes. Et ça, donc c'est du mérino, nylon et de la stevina. C'est très très joli. J'aime beaucoup les fibres sombres, et en fait il y en a pas tant que ça. Je sais pas pourquoi, souvent les teinturières elles aiment bien faire des couleurs un peu pop, un peu vives, un peu néon, parce que une fois filé ça s'atténue un peu, c'est vrai. Mais je sais pas, moi je cherche des fibres sombres, voilà, du prune foncé, du teal, des choses un peu plus automnales, mais vraiment Halloween, sombre, tout ça. Bref. Et donc là j'étais très contente parce que mon single était très régulier, mais il était un peu trop tendu. En fait, moi je sais qu'au fuseau, mon problème c'était que je mettais pas assez de torsion. Et ça c'est un cauchemar. On vous dit souvent, quand vous débutez au filage, vous allez avoir tendance à mettre trop de torsion, et c'est pas bien. Mais c'est 1000 fois mieux que de pas en mettre assez. Hein. Parce que si votre fil il est trop tordu, bon ben, il est trop tordu, il est un peu, voilà, il est un peu bizarre, machin, ça va vous faire des irrégularités, c'est pas très grave. Mais s'il est pas assez tordu, bah juste votre fil il va se casser, donc c'est pénible. Et du coup, là, effectivement, pour la première fois de ma vie, j'ai eu un single qui était un peu trop tordu. Mais j'avais quand même envie d'essayer le chain ply. Donc le chain ply, ça fait un effet que je trouve très très joli. Moi j'aime énormément le rendu. En fait c'est... faut que je prenne un fil. En fait, donc vous avez votre single, imaginez. Et en fait vous faites comme une chaînette au crochet, c'est-à-dire que vous faites une boucle et vous tirez comme ça. Et vous faites ça. Ça s'appelle chain ply ou Navarro, ça dépend. Mais je sais pas trop, parce que souvent, des fois, il y a des techniques de fils qui ont des noms amérindiens, alors que c'est pas forcément... amérindien, pas du tout, d'Amérique du Sud, alors que c'est pas forcément le bon terme. Bref. Et en fait, donc ça vous fait une 3 brins, parce que vous avez 3 brins, en chaînette. Et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. On a l'impression que c'est un fil qui est très retordu, qui est rond. Ça a vraiment une texture un peu spéciale, que moi j'aime beaucoup. Alors c'est pas la meilleure idée à faire quand on débute, parce que vu qu'on retord le brin sur lui-même, s'il y a des zones qui sont irrégulières, donc qui sont trop fines, bah elles seront encore plus fines. Et s'il y a des zones qui sont trop grosses, elles seront encore plus grosses. Alors que si vous faites juste 2 brins différents et que vous les mélangez ensemble, vous avez une bonne chance qu'ils s'équilibrent.
Mais j'aime beaucoup le chain ply, donc je voulais essayer au rouet, voir si c'était possible. C'est pas évident au niveau de la position, de où mettre ma bobine, etc. Voilà, pour l'instant, moi je suis plus dans l'apprentissage du retors. Filer les singles, j'ai l'impression que ça va. C'est plus le retors où il faut que je m'adapte encore, parce que là, il y a certains endroits où on voit, par exemple, lui là. Vous voyez lui là? En fait, ça, c'est un endroit où le single, il s'est coincé lui-même, en fait. Et du coup, il ressort du truc tout seul. Ça m'arrive pas mal encore. Quand je fais des retors. Non, il y en a un autre là. Voyez. C'est un brin qui s'est coincé tout seul. Enfin, tout seul, non, c'est moi qui l'ai coincé. Mais voilà, donc moi, c'est plus l'apprentissage du retors, là, en ce moment. Et donc, alors je vais chercher les chevaux qui me manquent. Je reviens. Je savais plus où je l'avais mis. Donc je l'ai pas encore lavé celui-là. Ça c'est un mélange que moi j'ai fait. Puisque j'ai une planche à carder. Donc c'est un truc avec plein de petits pics en fait où vous pouvez mettre les fibres dedans et les mélanger si vous voulez. J'ai pris plusieurs couleurs de mérino que j'ai mélangé parce que j'avais envie d'un truc sombre encore une fois. Et donc j'ai mélangé du mérino noir, bordeaux et gris et de la soie verte. Et donc là, preuve que la préparation de la fibre est hyper importante parce que là j'ai pas réussi à être très régulière. Vous voyez là j'ai des bouts qui sont plus gros que d'autres de manière assez significative. Mais franchement c'était assez catastrophique quand je filais. Et au final quand j'ai fait le 2 brins, bah, ça c'est un peu équilibré. Je vais la laver, voir ce que ça donne. Et c'est surtout la soie que vous voyez là qui est verte, que j'ai pas réussi à bien mélanger au reste des fibres. Parce que bah normalement ça se fait avec une machine qui tourne le truc quoi. Et moi je l'ai fait à la main là avec ma petite brosse. Mais je trouve la couleur jolie. Je sais pas si... Donc je cherche désespérément des teinturiers qui teignent de la fibre dans des couleurs sombres comme ça. Mais c'est pas très... Je sais que c'est pas évident parce que... voilà, j'ai pas voulu plus mélanger les fibres parce que bah sinon après ça fait un mélange... ça aurait fait marron quoi. On n'aurait pas vu toutes les différentes nuances. Donc je sais pas exactement à quel point c'est possible d'avoir des nuances sur une fibre qui est sombre. Mais je trouve ça quand même très joli comme association de couleurs. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu mon expérimentation. Je mélange mes matières moi-même. Et maintenant je suis de nouveau sur ce que je vous ai montré là. Donc c'est du mérino. J'ai pas l'impression qu'il y a du nylon dedans, mais je ne me souviens plus. Je pense que j'ai ça dans mon stage de fibre depuis 5 ans sans doute. Et donc j'ai fait une première bobine de single. Il faut vraiment que je retrouve mon bout. Oh non, ça va être terrible. Bref. Donc j'ai fait mon premier single, je l'ai fait le plus fin possible. Et c'est régulier, c'est bien, c'est sympa. Et donc je vais faire ça, et après je vais faire une 2 brins, en essayant vraiment d'avoir le retors comme je veux, un bon retors, bien tordu, bien... Hein, pas trop, mais quand même bien tordu, quoi. Et voilà, c'est mon projet de filage en ce moment. Ça fait 1 heure que je parle de filage et de ma vie. Mais voilà. Sur un petit peu mon début de filage, sur mon historique pour un petit peu vous resituer le contexte et sur ce que j'ai prévu de faire. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous parle de filage. Promis, à l'avenir ce sera un petit peu plus organisé. Mais voilà, de toute façon tout ce qui est autre loisir créatif, je le mets toujours à la fin.
Mais voilà, je m'amuse beaucoup, je suis absolument ravie, ça me détend. Mais là du coup, comme j'avais un peu mon rhume ces derniers jours, j'ai eu 2 jours où j'étais vraiment... j'avais pas spécialement mal à la tête, mais mon cerveau, juste j'arrivais pas à me concentrer, je pouvais pas tricoter plus de 5 minutes sans être distraite et tout, et du coup je me dis ok, je laisse tomber, le tricot je n'y arrive pas, et du coup j'ai essayé de filer et vraiment aucun effort nécessaire, c'est très agréable. Donc je suis ravie, je m'amuse beaucoup. Et voilà, j'ai hâte de partager avec vous un petit peu plus de création de fils, tout ça. J'ai très envie, surtout moi, d'essayer plusieurs fibres différentes. Là, j'apprends avec beaucoup de mérino parce que c'est ce que j'ai sous la main. C'est pas forcément la fibre la plus facile. Si, ça va, c'est pas trop dur. Parce que c'est une fibre assez courte. Mais le Kent Romney que Déborah m'a donné, j'ai adoré le filet. La fibre était un petit peu plus aérienne, un petit peu plus effet cardé, et du coup ça vraiment ça partait tout seul, c'était hyper agréable à filer. Ça me fait plus penser à du Falkland ou des choses comme ça. Donc j'ai pas mal de types de fibres différentes à tester. Mon objectif c'est du Gotland. J'ai quelques rubans de Gotland que j'ai très envie de filer, mais le Gotland, je sais que c'est difficile à filer. C'est déjà difficile à filer par une filature, alors à la main, n'en parlons pas. Parce que c'est long et ça se met pas forcément très facilement. Donc j'attends d'être suffisamment à l'aise avant de tenter le Gotland. Mais voilà, j'ai pas mal d'autres fibres en test à venir. Mais voilà, un petit peu. Pour ce qui était filage, je pense avoir tout dit. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu, même s'il est long, il est bordélique, tout ça. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous retrouverai la semaine prochaine encore pour la suite des aventures. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut!